Voilà l'été, ses fêtes et ses festivals. Détour vers le futur s'intéresse aujourd'hui aux foules festives sous le regard des sciences. Les beaux jours approchent et nous sommes nombreuses et nombreux à attendre avec impatience de pogoter, de grôler ou de chanter à l'unisson avec nos artistes préférés sur les scènes des festivals. Mais que recherchons-nous en participant à ces rassemblements qui dépassent parfois l'entendement? Et comment est-ce que les villes font pour vivre littéralement au rythme de ces manifestations festives? Il est le sociologue des métalleux, docteur en anthropologie, chercheur à l'université de Tours. Il est aussi fan de musique métal, observateur averti des grands rassemblements et festivals de ce style de musique, dont le célèbre Hellfest à Clisson, dont il va nous parler. Bonjour Corentin Charbonnier. Bonjour. Dans un autre registre, mais tout aussi festif et populaire, nous accueillons à vos côtés un autre sociologue, Philippe Steiner, professeur émérite à Sorbonne Université, spécialiste des phénomènes festifs comme les fêtes estivales dans le sud-ouest, les fêtes de Bayonne pour ne citer qu'elles, dont vous allez nous parler. Bonjour Philippe Steiner. Bonjour. Alors, on présente actuellement au Quai des Savoirs l'exposition Comme des moutons, qui parle des foules comme des objets de recherche à travers l'étude de nos comportements individuels et collectifs. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des scientifiques, dont vous deux, Corentin et Philippe, qui étudient en particulier les foules festives. On a très envie d'en savoir plus sur ces foules dont on fait aussi toutes partie. Alors, on vous propose un peu de musique pour démarrer. Alors voilà, on se retrouve dans l'ambiance. Alors Philippe Steiner, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on entend? Dites-nous, où est-ce qu'on est quand on entend ça? Là, on est à Bayonne, où on peut être à Dax aussi, ça se joue là. Ouais, dans le sud-ouest. Cette chanson, la Peña Bayona, qui est un grand morceau des fêtes de Bayonne, que l'on retrouve effectivement à beaucoup de coins de rue pour faire vibrer la foule. Et donc, c'est un grand chant. Et ça montre d'ailleurs quelque chose qui peut être intéressant de discuter avec Corentin Charbonnier. C'est le fait que, dans le cadre des fêtes de Bayonne, on a une musique qui est récurrente, en fait. Au lieu d'avoir des groupes nouveaux qui vont attirer la population, on a un cadre un petit peu particulier. C'est qu'au contraire, on va se baser sur des formes assez traditionnelles, même si c'est relativement récent, là, ce dont il est question, des chants relativement traditionnels dans lesquels les gens vont se plonger. En gros, on se plonge dans la tradition tout en la faisant évoluer, bien évidemment, au fil des ans. Un peu comme un hymne en fait, un genre d'hymne des fêtes de Bayonne, on pourrait dire ça? Oui, on peut dire ça, mais c'est pas quand même un hymne si unifiant, parce que on peut. Je me rappelle de discussions avec un des patrons de bar dans la zone la plus dense de la foule. Et qui me disait, je peux passer du Johnny Hallyday ou le Connemara, ça va marcher aussi bien que la Peña Bayona. Donc voilà, c'est voilà. Et alors, il y a une grande variété, quoi. Il y a une grande variété donc dans les musiques. Alors certains plus que d'autres, mais quand même. Mais qui sont les personnes qui chantent ces chansons? Les participants. Qui sont les participants des fêtes de Bayonne? De la ville de Bayonne. Alors, les participants, et ça c'est une chose, je crois, intéressante, mais qui se retrouve aussi en partie dans le Hellfest, dont Corentin va parler prochainement, c'est beaucoup de familles. On vient en groupe familial, notamment en journée, et il est très fréquent d'avoir 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants, voire même des gens avec des poussettes qui viennent profiter. Profiter de quoi? Ils viennent profiter si j'ose dire, de prendre la rue. La rue est aux piétons, la rue est à la joie, à la bonne humeur, à la déambulation tranquille, paisible, en même temps animée à certains moments par les sons, mais aussi par des danses, des chants, des conversations, des rires, etc. Et puis la nuit, on va avoir une petite modification, on va avoir beaucoup plus de jeunes. Des jeunes plus exaltés, qui ont bu un petit peu plus pendant la journée, mais qui restent bon enfant, quoi qu'il arrive. Il y a des gens un peu âgés, comme je peux l'être maintenant, peuvent y aller sans aucun problème et y trouver beaucoup de plaisir. C'est cette idée en fait de se saisir de la ville, se saisir de la rue. D'ailleurs, les clés sont remises aux fêtards et aux fêtardes en début de fête. C'est assez symbolique quand même.
Tout à fait, tout à fait. On a cette symbolique du lancer des 3 clés, puisqu'il y a 3 parties de la ville, le Grand Bayonne, le Petit Bayonne et l'autre côté de l'Adour. Et donc du coup, on jette les clés au roi Momo, quoi, d'une certaine façon, le roi de la fête. Mais c'est pas propre à Bayonne, on fait ça aussi au carnaval de Fortaleza, que j'ai eu l'occasion de voir. La fête déambulatoire, la fête de rue, c'est effectivement donner les clés de la ville au festaire ou au carnavalesque du Brésil. Donc c'est quelque chose, je crois, qui est un grand commun dans cette affaire et qui fait partie du plaisir. Alors 2 salles, 2 ambiances, on va passer un peu plus au nord de la France, à Clisson, pour aller voir le Hellfest. Alors Corentin, déjà pour démarrer, comment vous pourriez décrire ce festival à des gens qui n'y sont jamais allés, qui n'en ont jamais entendu parler ? Il en reste. Grand oui, c'est dur, festival de musique extrême au départ, puisque c'est comme ça qu'il se définit en France, c'est l'un des plus grands d'Europe, mais en fait une sorte de parade festive de musique rock et métal, en fait, puisque derrière le terme métal, on a toujours peur de ces hordes de sauvages qui écoutent une musique extrême, et les têtes d'affiche au Hellfest, on peut retrouver Scorpion qui doit faire sa 2e tournée d'adieu. On a eu Aerosmith, on a eu les Kiss, donc on a eu Alice Cooper. Voilà, on a quand même des groupes accessibles. Effectivement, vu qu'on a 6 scènes, on a des scènes beaucoup plus extrêmes avec des groupes beaucoup plus, on va dire, énervés musicalement. Mais qui est très implantée elle aussi sur la commune, et je me retrouve un peu dans ce que tu disais, c'est-à-dire que on a dans le Hellfest aussi un lien avec la commune qui est hyper important, avec des hymnes qui existent plus ou moins, qui ont été plutôt représentatifs d'une certaine époque et d'un certain groupe de festivaliers. Donc voilà, on a pas mal de points communs en fait. Et qui sont les métalleux du Hellfest ? Qui vient au Hellfest ? Qui participe ? Oui, Philippe parlait de famille, par exemple. Est-ce que dans un festival de rock extrême, il y a des familles ? Il y en a de plus en plus. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a toujours pensé que le métal, c'était une musique de jeunes dans les années 70 et que ça allait le rester. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus une musique de jeunes et qu'il y a de plus en plus de générations. C'est le Hellfest, je dirais bien que c'est un peu comme Tintin de 7 à 77, mais c'est quand même compliqué avec les enfants. On a eu le problème il y a 2 ans où le festival a dû quand même expliquer que les enfants qui avaient moins de 4 ans, quand il faisait 30 ou 40 degrés dehors, il fallait arrêter de nous les amener, que c'était dangereux pour eux, parce qu'il y a des parents sinon qui viennent avec leurs enfants, mais on a des enfants, enfin on a beaucoup d'ados qui viennent avec leurs parents, de jeunes parents qui viennent avec leurs parents à eux. Statistiquement, je dirais que c'est une moyenne d'âge à 40 ans, plutôt des cadres, mixité homme-femme plutôt pas mal, puisqu'on est en 65-35, alors qu'on était loin de ça il y a 20 ans. Oui, donc, oui, c'est ça s'inverse, enfin ça glisse gentiment, quoi. Ça évolue. Il n'y a pas un énorme renouvellement du public, ça vieillit un petit peu. Mais ça s'ouvre par contre. On peut dire que c'est un peu comme le jazz à une certaine époque peut-être, où finalement les amateurs continuent et puis ils transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça se transmet, c'est l'un des sujets de recherche qu'on a, on voit que ça se transmet entre parents et enfants, et après c'est un peu la différence, c'est que c'est un style de musique qui ne part pas, c'est une fois qu'on est tombé dedans, généralement on n'en ressort plus. Donc on n'est pas dans de l'inné, on est dans du transmis, pour beaucoup. Là, on parlait de gens qui viennent faire la fête, participer à des fêtes. On pense souvent à cette idée de faire la fête pour aller transgresser des règles. Est-ce que c'est ça qu'on cherche quand on va au Hellfest, ou est-ce qu'on vient juste écouter de la musique ? Oui, sachant qu'il y a une mise en scène dans ce style musical de la violence, de la transgression. Donc est-ce que c'est ça finalement l'horizon du Hellfest ? Des images qui ressortent dans les médias, qui ne sont peut-être pas forcément En fait, il y a une forme de jeu avec les normes sociales. Je pense qu'on joue beaucoup avec, à la fois déjà dans l'imagerie qu'on emploie et dans l'iconographie qui est déployée, c'est-à-dire que ça a tendance à bien choquer de loin, voire de près, mais dans l'absolu, on avait tendance à dire que c'était un peu une mise en demeure des conventions sociales qu'on laisse un peu en dehors, c'est-à-dire qu'on se présente au festival en étant passionné d'un style de musique depuis tant d'années, entre guillemets. C'est-à-dire que notre carte d'identité, c'est les prénoms, et j'écoute du métal depuis tant d'années. Le métier, le reste, ça... C'est après. Voilà, c'est-à-dire que si je pourrais vous sortir des photos de festivaliers habillés en Super Mario, dans la vie de tous les jours, ils sont vétérinaires et ils sont à la BAC, donc c'est pas écrit dessus. Par contre, en dehors de ça, c'est très ritualisé, donc on n'a pas de violence. Il y a très très peu d'éléments de violence sur un festival comme le Hellfest, qui est quand même l'un des plus gros d'Europe. Il y a une forme d'autogestion, mais c'est aussi parce que c'est une part de la population qui a vieilli avec son festival, qui a connu aussi la période de disette des festivals de métal avant 2005, avant 2004 j'allais dire surtout. Donc ils se sont un peu accaparés le festival, c'est un peu une part d'eux, ça leur appartient entre guillemets dans leur représentation, donc du coup ils maintiennent aussi une bonne condition pour que ça puisse continuer d'exister dans les meilleures relations possibles.
Ce jeu avec les normes sociales, Philippe Stenner, est-ce qu'on les retrouve aussi à Bayonne? Est-ce que ça fait partie dans ces fêtes un peu plus traditionnelles? Puisque là, on s'amuse à pas opposer, mais comparer un festival de métal et puis des fêtes plus traditionnelles, les fêtes de ville et de village. Est-ce qu'on retrouve ça, ce jeu aussi sur les normes sociales, le fait que tout le monde se costume de la même manière, entonne les mêmes chansons? Oui, mais oui, parce que la fête, d'une manière globale, est un moment en dehors du cadre habituel de la vie sociale et donc des normes. On peut même penser, si on réfléchit en tant que sociologue, qu'il y a une dialectique. C'est un mot facile, mais c'est pour dire que le fait de ne pas respecter les normes habituelles à un moment donné peut servir à renforcer le sentiment d'appartenance et à renforcer finalement le plaisir d'être ensemble. Ça peut paraître curieux, mais je pense que c'est quelque chose qui est observé dans de nombreux cas, de nombreuses sociétés, et y compris à Bayonne ou dans la société française en général. Et la fête a un peu cette fonction. Avec toutefois, comme je le disais tout à l'heure, un élément qui est important, c'est que les fêtes de Bayonne, c'est un cadre ouvert, c'est toute la ville, c'est pas des gens qui viennent dans un lieu spécial, comme dans le cas de ce que décrit Corentin, c'est ouvert, c'est gratuit pendant les 2 premiers jours, cela a été pendant 5 jours à un moment. Et donc, du coup, on ne peut pas filtrer les personnes qui viennent là. On peut avoir des gens qui viennent pour rencontrer des amis, pour la musique, ou pour employer le terme local, pour s'arsouiller, c'est-à-dire boire trop, et là, effectivement, rompre avec les normes, disons, habituelles. Et indépendamment de ça, effectivement, on fonctionne différemment, et je voudrais juste mentionner quelque chose que l'on perçoit bien d'ailleurs dans l'exposition que vous faites là en ce moment à Quai des Savoirs. C'est-à-dire le fait d'être dans la foule. Et le fait d'être dans la foule, c'est déjà quelque chose de très extraordinaire par rapport à la vie quotidienne. On se trouve à 4 ou 5 personnes au mètre carré, donc très très dense. On a donc le nez près du visage de quelqu'un d'autre, qui est une position très inhabituelle, réservée à l'intimité la plus étroite. Et là, au contraire, on se baigne dans cette foule, on y trouve du plaisir, les gens ne sont pas agressifs, on échange des rires, des plaisanteries, et ça, c'est un mode de jeu avec les règles habituelles qui ne bouscule pas véritablement l'ordre établi. C'est la mairie qui organise la fête, donc c'est l'ordre établi qui établit un petit peu de désordre, un petit peu de vie dans la ville. On décale un peu les règles. Oui, complètement. Et voilà. Je crois que la municipalité de Clisson n'est pas du tout opposée à l'organisation du Hellfest. Non, alors c'est vrai que la grosse différence avec nous, il y a un tarif d'entrée qui est relativement élevé pour accéder au Hellfest, même s'il rayonne sur la ville, mais le rayonnement sur la ville est tellement important qu'effectivement la commune de Clisson est très contente, comme l'agglomération, comme le département, puisqu'on voit que la SNCF de Nantes a multiplié les navettes. Non, c'est vrai que les festivités locales ont toujours des retombées économiques importantes dès lors qu'elles amènent à une quantité de public assez importante, et tant que ça se passe bien, effectivement, les communautés de communes sont contentes de nous accueillir généralement. Oui. Bon, on va en reparler un petit peu après de ce que la foule justement produit sur les participants, sur les spectateurs, les participants à la fête. Mais juste avant, je voudrais quand même qu'on parle des danses, un côté un petit peu particulier du Hellfest, parce que de l'extérieur, quand on connaît pas grand-chose aux règles du métal, elles ont l'air très spectaculaires, ces danses. Elles ont l'air parfois aussi un peu effrayantes. Alors avant de nous en parler, Corentin, et de nous expliquer le métal pour les nuls, je vous propose de plonger au cœur de la machine dans cet extrait de France 3, région Pays de la Loire. On était en 2016. Séparez-vous! Wall of Death, Circle Pit ou le plus connu Slam ne sont pas des noms de groupes programmés au Hellfest, mais ils font partie du rituel du festival. Ces danses initiatiques se déroulent souvent devant la fosse et sous le regard des membres de Challenger, chargés de recueillir dans leurs gros bras tatoués les métalleux virevoltants. Ça devient une connivence. Les gens, quand ils slament, ils nous captent du regard et on sait qu'on doit les récupérer. Il y a toujours un sourire qui est là et on les pose gentiment et ils s'en vont sans faire d'histoire, quoi. Comme c'est notre musique à nous aussi, c'est un jeu entre nous et le public. Donc il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'énervement. On rigole autant qu'eux, on s'amuse autant qu'eux. Merci au gars d'accueil. Merci au Hellfest.
Bon, alors là, il va falloir nous expliquer un petit peu. Un petit décryptage s'impose pour les non-initiés. Pouvez-vous nous parler de ces danses ? Qu'est-ce que c'est que ces danses ? Les danses dans le métal. Alors là, on a un petit extrait d'un groupe qui s'appelle Mass Hysteria, qui est aujourd'hui le deuxième plus gros groupe de métal français, donc qui est assez habitué à faire bouger le public, et maintenant les enfants sur scène. Donc on rejoint la question, maintenant il faut monter les enfants sur scène. Donc, il faut les récupérer à la fin, ça c'est une autre histoire. C'est un autre défi pour les agents de sécu. Oui, c'est ça. En fait, les danses dans le métal, elles existent depuis le départ. Il y en a une partie qui est empruntée au punk, je pense au pogo, qui était un peu l'héritage punk. Le fait de slammer, c'était toujours une solution pour arriver dans les premiers rangs ou repartir en arrière, en fonction de quel côté on va. C'est marrant parce qu'ils ont coupé dans l'extrait le moment où le chanteur va proposer de faire un wall of death, qui est cette danse très spectaculaire où tout le monde s'écarte et se saute dessus au début de la journée. Ça fait 2 lignes en fait, c'est ça. Ça fait 2 amas de chaque côté qui vont ouais. se lancer dessus, et en fait il n'y a jamais de blessés parce que déjà ça court pas très vite, le but c'est pas de faire mal à l'arrivée, et puis en fait autant la première ligne se fait un peu impacter l'un contre l'autre, mais autant derrière on est tous compacts, donc oui, voilà. Puis après il y a les mosh pits dans le hardcore, mais en fait chaque sous-genre du métal a développé un peu ses danses. Alors certaines sont très spécifiques à des ensembles, mais aujourd'hui globalement toutes ces danses là font partie d'une sorte d'un bagage commun. J'allais dire dans le rock et le métal beaucoup, des fois même en dehors du métal, puisqu'on voit que les artistes de rap qui essaient de les copier sans réussir à les mettre en application avec leur public. DJ Snake, je crois, fait des Wall of Death aussi. Oui, ils ont pas trop les codes dans le public en fait. Donc, bon, ça marche moins bien. Ça marche moins bien, mais c'est vrai que c'est très constitutif aussi de participer, En fait, il y a celui qui va aller en concert, celui qui va pas déjà, et il y a celui qui va pratiquer les danses, qui va avoir un côté vraiment rituel, qui est pour refaire un peu de socio-anthropo, c'est aussi impacté par la douleur, parce qu'on a quand même des douleurs. À un moment, on peut quand même avoir des petits bleus, des petits restes, mais ça fait partie un peu aussi de vivre son événement, c'est-à-dire si on a envie de jouer, on peut y aller, mais c'est obligatoire pour personne, puisque si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un peu sur les côtés, vous risquez rien. Et normalement, on est tranquille. Et donc, du coup, on apprend ces pratiques-là, mais pareil, on vient il y a un code vestimentaire. Enfin, d'une manière générale, les gens viennent pas habillés en rose, quoi. Alors peut-être certains. Ça change. Ou certaines. Non, mais c'est assez marrant parce que le Hellfest avait une sorte d'accoutrement vestimentaire qui était très très facile à voir de très très loin jusqu'à 2015 à peu près. Enfin, quand j'ai fini ma thèse, on avait des codes vestimentaires qui étaient très institués. C'était des t-shirts de groupe plutôt noirs généralement, shorts en fonction de la période de l'année et de l'édition. C'était plutôt soit des Rangers, soit des baskets, en fonction aussi des types de danse qu'on a envie de pratiquer. Puisque Rangers, mais avec les cheveux longs, historiquement, même si ça, voilà. On a un public qui vieillit, on a un public qui a envie de confort, qui perd ses cheveux, qui a de l'arthrose, qui est capable d'aller se prendre un logement aussi en dehors. On a beaucoup de festivaliers qui dorment en dehors, donc on voit qu'il y a une notion de confort qui est apparue. Donc on a encore des gens qui pratiquent les danses, mais on a aussi des gens qui vont venir habillés un peu en mode autre. Et c'est en mode différent du quotidien. Différent du quotidien, et encore, parce que là on regardait sur l'enquête qu'on a fait avec Thomas Higo et Lise Baudin de l'Université de Tours, sur les dernières statistiques, on se rendait compte en fait qu'il y avait 25% des gens qui venaient au Hellfest sur les dernières éditions qui n'avaient pas de pratique métal le reste de l'année. Donc en fait, ils découvrent le métal par le Hellfest. D'accord. Ce qui n'était pas le cas au début. C'est ça. Métal. Donc ils n'arrivent pas du tout avec les codes, donc qu'il faut les récupérer le matin quand ils sont au milieu d'un wall of death parce qu'ils savent pas ce qui va se passer, qu'ils vont arriver là ça devient dangereux. Donc il y a des évolutions aussi dans ce public qui sont intéressantes qu'on retrouve pas forcément sur les autres festivals. C'est-à-dire que le Hellfest est devenu, par le fait qu'on en parle ici, qu'on en parle un peu partout, il a la une porte d'entrée pour le métal. Ce qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Oui, c'est un peu the place to be aujourd'hui. C'est ça, mais qui ne fait pas que le métal devient mainstream comme musique. On sort d'une année un peu record, donc c'est un peu compliqué. On a eu Gojira au JO, ça a quand même. Là, il y a un biais. Le fait que la Philharmonie nous ait confié avec Mélane Garcin une exposition, on s'y attendait pas non plus il y a 2 ans, donc ça fait beaucoup de choses qui fait que le métal devient un peu ouvert sur certaines sphères. Et avec des groupes des années 2000 qui étaient déjà en train d'ouvrir un peu le spectre du métal. Je pense à Evanescence qui va revenir, des vieux groupes qu'on s'attendait pas à voir revenir. Donc on a un besoin d'ouverture, et en même temps, ce besoin d'ouverture va créer des sous-genres de métal qui vont rester encore plus dans l'entre-soi pour éviter d'être trop médiatisés et de se faire englober dans un système. Le métal perd un peu son odeur de soufre, comme il a eu pendant un certain nombre d'années. Alors, si je reviens sur les fêtes de Bayonne aussi, si on fait notre petit aller-retour, Philippe Steiner, vous l'évoquiez tout à l'heure un petit peu, parlez-nous aussi de ces phénomènes un petit peu de joie qui sont une forme de contagion dans la foule. Finalement, vous disiez tout à l'heure, les gens, ils viennent aux fêtes parce que, en fait, voilà, on est proches les uns des autres, il se passe c'est différent que d'habitude. Et puis, on a ce sentiment aussi de plaisir, d'être ensemble, ce plaisir de la fête, qui se répand comme ça. Donc est-ce qu'on peut dire que la joie c'est comme un virus finalement qui va se répandre à travers la foule? Ouais, j'aime bien cette image de la joie comme virus.
je sais pas s'il y a là une réminiscence de ce qui s'est passé avec la Covid. Oui, parce que la peur se répand dans la foule. Voilà. Mais si la joie pouvait se répandre, ce serait bien aussi. Toutes ces réunions, mais et effectivement, là, le terme de virus convient bien, puisque pour revenir à ce soubassement de sciences sociales, hein, puisqu'il y a cette dimension de science dans le propos qui est le nôtre aujourd'hui, oui. Durkheim, qui a beaucoup étudié les moments effervescents, hein, donc ces moments justement où les comportements deviennent complètement différents. Il a une formule qui est de dire c'est contagieux. Ces moments d'effervescence sociale, ces moments de regroupement produisent des effets contagieux. Alors lui, il parlait de la contagion au sens religieuse du terme. C'était la contagion religieuse qui l'intéressait. Là, il me semble qu'on voit apparaître une contagion de la joie. Quand on est entouré de gens joyeux, et on se laisse prendre effectivement dans cette atmosphère. Et je crois que pour revenir à la dimension de foule, hein, que l'on retrouve aussi bien au Hellfest qu'aux Fêtes de Bayonne ou au Fest dans le Sud-Ouest, il y a le fait de se plonger dans la foule, je crois, modifie notre environnement en un sens très fort. Il modifie d'une part au sens du toucher. On va être bousculé, on va être peut-être pas comme dans ces pogos du Hellfest, mais on va être bousculé. Et si, il faut faire attention. Il y a quand même un moment de sécurité, de danger qui peut exister, mais on va être bousculé, on va être agrippé. On doit tenir par la main fortement la personne qui vous précède et dans votre groupe. On va être en même temps assailli par du bruit. De 9h du matin avec le pasocaille, avec les gaiteros et leur bruit strident, jusqu'à 3, 4, 5h du matin, la ville est dans une bulle de bruit. Il va y avoir des odeurs qui circulent dans la ville, les déplacements. Tout ça, ça produit en quelque sorte de l'émotion. Et je crois que les fêtes produisent de l'émotion, et cette émotion est une émotion joyeuse. On est là parce qu'on a envie, il fait beau, on y retrouve des amis, on y est avec des amis, des membres de la famille, son conjoint, etc. Là, vous parlez des gens qui viennent faire la fête, les gens qui habitent, parce qu'il y a aussi les résidents, parce que ça reste une ville qui est vivante à longueur d'année, il s'y passe des choses. Comment est-ce que cohabite la population, on va dire les locaux, les intramuros, avec les fêtards qui viennent? Parce que de 5h du matin à 5h du matin, ça fait long. Il y a deux types de comportements. Dans le comportement extrême, on peut avoir des gens qui vont quitter la ville, qui vont dire voilà, je supporte pas, je m'en vais. Or, il ne s'agit pas de les traiter avec mépris. Hein. Je comprends que par exemple un jeune couple qui a des enfants en très bas âge, c'est pas très confortable pour les enfants, c'est pas très confortable pour le sommeil, etc. Donc c'est compliqué. Donc, ou des gens très âgés, mais pas forcément. Donc il y a des gens qui quittent la ville, mais ça reste, je crois, quand même relativement minoritaire. Non, au contraire, on va se prêter au jeu. Et je me souviens de ma voisine, j'habite dans une rue très festive, la rue des Basques, pour ne pas la nommer, et je sais que ma voisine du 4e étage, qui avait 85 ans à l'époque, s'habillait blanc en rouge, elle pouvait pas descendre aux fêtes, trop dangereux pour elle, effectivement, mais elle s'habillait en blanc et en rouge et elle ouvrait ses fenêtres, elle laissait la fête rentrer chez elle. Un autre effet de ces fêtes et de ces grands festivals, c'est aussi l'impact positif que ça a sur le territoire. On parle aussi de marketing territorial, c'est-à-dire que tous ces dispositifs, finalement, aujourd'hui, ils font partie d'une valorisation du territoire, donc à la fois dans son identité, dans son histoire même, hein, quand on parle des fêtes de Bayonne, mais aussi pour le futur. C'est-à-dire que c'est des territoires qui utilisent ces dispositifs pour de distinguer des autres. Corentin? Alors ça revient très longuement ça revient régulièrement parce que je prends des exemples assez simples. Juste avant le Covid, on a eu les plans locaux d'urbanisme et puis on avait les diagnostics social territorial qui se mettaient en place et je me rappelle avoir été appelé par la mairie pour intervenir sur la partie culturelle puisque le Hellfest fait partie intégrante. Faut pas oublier que le territoire de Clisson, c'est la petite ville italienne qui est en Loire-Atlantique, qui était connue plutôt pour son architecture, pas trop pour ses fêtes, ou alors si on aime le rock, on était fan du Luxor, la boîte de nuit de Philippe Catherine. Mais j'adore.
Voilà. En fait, il y avait très peu de choses et le Hellfest est devenu. Alors, on est passé exactement par les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'au départ, on n'était pas accepté trop par le local. On regarde un peu de loin, c'est bizarre ces trucs. Ça fait peur. C'est devenu plus ou moins accepté parce qu'on a eu des années où en fait les relations avec les habitants étaient très bien. En fait, il y avait pas de problème. Ils ont ouvert leurs portes l'année où il a plu en 2007 et dans les années qui ont suivi, ça s'est très bien passé. Et après, ça a développé une économie locale qui doit être la même à Bayonne. Je pense pas raconter de bêtises, mais le prix des logements pendant le Hellfest à Clisson sont devenus assez important. Le Leclerc fait un très bon chiffre d'affaires, le Super U aussi. En rayon vin et spiritueux. C'est aussi un moment qu'on attend pour ces raisons-là. Et mais je reprends ce côté d'attente que tu expliquais, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que le Hellfest a une fonction identitaire. Donc pendant un an, on prépare son événement. Les places ont été vendues il y a 2 ans au mois de juillet, c'était complet en 30 minutes. Là, les places ont été vendues l'année dernière en 25 minutes. 1 an d'attente, donc on arrive, on a envie qu'il y ait de la joie. Oui. On a tout organisé pour qu'elle se fasse. Et les habitants ont pris leur part dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dernières élections, vous aviez des posters d'élections avec les logos Hellfest dessus. Ça... En effet. Et demain, à quoi ça va ressembler un festival en 2030 ou en 2050 ? C'est le sujet de notre fiction SF créée par Likam et Christophe Ruetsch. Ouvrez grand vos oreilles et bienvenue au Space Fest. Lina et moi avons passé 5 ans en liste d'attente. Nous avons enfin obtenu notre passe la semaine dernière. Et nous voilà dans la navette qui nous mène à la station. Le vol dure seulement quelques heures. Il nous permet d'expérimenter la pesanteur. La sensation est étrange, à la fois grisante et pénible. Nous faisons maintenant la queue pour accéder à la Grande Arche. La pesanteur nous donne la nausée. Nous nous arrêtons néanmoins à une boutique pour acheter quelques boissons, des poches munies de petits tuyaux que nous attachons à nos combinaisons. Nous pénétrons dans l'arche. Elle est gigantesque. Lina est surexcitée. Nous sommes accrochés aux parois de la salle par des filins. Quand le concert commence, j'ai l'impression de me prendre le mur du son. Et quand vient la première danse, la panique me prend. Une grande partie des festivaliers se détache et se roule en boule. On dirait un gigantesque billard en 3D. Lina se joint immédiatement au mouvement. La musique se fait plus rapide. Boum, boum, c'est la folie. J'ai peur de perdre Lina dans la foule. Elle flotte en apesanteur, poussée de ci de là par les autres festivaliers. Je décide de me détacher de la paroi, moi aussi. Je dérive, incapable de contrôler la direction de ma trajectoire. Je me cogne à plusieurs festivaliers. Je me roule en boule à mon tour. Je sens des mains qui me poussent. Je flotte plus ou moins vite dans tous les sens. Le son est énorme. On me pousse, je me cogne. J'aperçois Lina, que la foule guide vers la scène. Elle exulte de joie, écarte les bras et les jambes, pédale, nage dans le vide. Comme elle arrive sur scène, un agent de la sécurité la pousse vers le balcon qui permet d'avoir une vue plongeante sur toute l'arche. Elle attache son filin et hurle le poing serré. Space Fest is the best! Texte, Likam. Voix, Corinne Marioton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Un festival en apesanteur, pourquoi pas ? Mais si on reste sur Terre, alors à Clisson, comme à Bayonne ou ailleurs, ce serait quoi le modèle des festivals de demain ? Allez, Corentin. Toujours plus de festivaliers, toujours plus de groupes, toujours plus de scènes. Non, je pense qu'à un moment, en fait, on a une double évolution dans les festivals de musique, en tout cas, mais alors pas que métal, mais on se rend compte qu'il y a il y a une grosse économie qui est en train d'arriver par le numérique et par les concerts virtuels. Metallica vient de faire son premier concert virtuel avec le casque Apple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concert virtuel ? C'est-à-dire qu'on paye pour voir un truc à travers un casque de réalité augmentée et on a l'impression d'être au plus proche des artistes. Donc, okay. Et ça rentre dans une certaine logique, vu qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui payent ce qu'on appelle des
meet and greet, c'est-à-dire des techniques à 300, 400, 500 euros pour aller rencontrer l'artiste et faire un selfie avant le concert. Donc on a un rapport économique quand même qui bouge. Ce qu'on peut regarder de près, c'est que tous les concerts augmentent. C'est-à-dire là, mais globalement, les festivals ont tous pris en jauge. Ah non, en prix. En tarif. En tarif. Ouais. En jauge, on a une bonne année 2024, mais on n'est pas persuadé que ça dure pendant quelques années. Le Hellfest, c'est un festival qui est sold out à un an d'avance. C'est quoi, c'est 280 000, 300 000 visiteurs, c'est ça? C'est alors 60 000 par jour, 60 000, 70 000 avec presse et autres. Mais donc c'est déjà une grosse jauge. Mais à un moment, les terrains sont pas extensibles et à un moment, il y a une commune à côté. Donc on va pas pouvoir pousser côté commune. Et je pense qu'à un moment, ça va aussi gêner l'urbanisme local. Et donc je pense pas que ça grossisse le Hellfest. Par contre, ça va évoluer, il va y avoir l'achat de structures, certainement, ça va continuer de se développer, ce que ne font pas généralement les autres festivals en France, puisqu'ils sont sur une utilisation décennale du terrain, donc ils sont un peu tranquilles. À tel point qu'ils ont creusé des caloducs pour amener la bière sur le site, pour éviter les transports de... C'est plus écolo. Ça évite les débordements. Et puis, ils ont une grosse politique RSO. Contrairement à ce qu'on croit, malgré qu'il y ait beaucoup de flammes, beaucoup de structures en métal, ils ont développé un pôle RSO qui est très important. Et je pense que c'est aussi ça l'avenir des festivals, puisque maintenant, pour avoir les subventions du CNM, si je me trompe pas, il va falloir avoir un angle inclusivité, un angle RSO et un angle écolo. Donc... Et les fêtes de Bayonne, dans le futur, Philippe, dans une dizaine d'années, d'après vous, comment ça peut évoluer? Pareil, toujours plus de visiteurs, ou on va commencer à aller vers une forme de décroissance, entre guillemets, des fêtes, ou en tous les cas... Oui. Je crois que il y a au Fêtes de Bayonne le même mouvement que celui que vient de décrire Corentin, c'est-à-dire plutôt une tendance à la baisse du volume de la foule. En février, là, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion sur les grandes villes du Pays Basque, nord et sud, donc Bayonne et puis d'autres comme Pamplona, Bilbao, Donosti. Et tous les maires qui étaient là ont dit non, il faut diminuer la jauge, il y a trop de monde dans les fêtes. À Bayonne, ça représente environ 250 000 personnes sur un espace où vivent 10 000 personnes. Oui. Donc là, on atteint vraiment, je crois, ce qui est le maximum de ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas pousser les murs non plus. Voilà, et pour des raisons de sécurité, la tendance est à la diminution. Pour le deuxième point, par contre, là, je crois que les fêtes de Bayonne ne peuvent pas s'orienter dans la dimension du virtuel. C'est je crois, une différence qui existe profonde entre des réunions festives à forte dimension musicale, comme le Hellfest ou d'autres concerts, et les fêtes de rue, qui sont des fêtes où on peut avoir de la musique, comme je dis, beaucoup plus variée, très éclectique, voire même de la musique vivante, de la musique enregistrée, etc., côte à côte. Et donc, j'aurais plutôt tendance à penser que le virtuel n'a pas sa place. D'ailleurs, qui regarderait les fêtes de Bayonne à la télé? Je pense que c'est mortellement ennuyeux. À part quelques exemples, c'est pas la même chose. Oui, il faut le vivre. Et j'aurais tendance à dire, pour le futur des fêtes de Bayonne, regardez le passé. C'est-à-dire le passé depuis 2 ou 3 000 ans. Depuis 2 ou 3 000 ans, les gens ont envie de se retrouver en physique, de se retrouver ensemble, de boire ensemble, de danser, de chanter ensemble, etc. Et donc je crois que en 2030, ou surtout 2032, puisque ça sera le centenaire des fêtes de Bayonne, le déroulement des fêtes sera peut-être un petit peu plus exubérant, un peu plus magnifié, mais sera à peu près dans le même format. Non, j'allais te répondre, c'est qu'en fait, je pense que le métal va résister aussi. Contrairement à d'autres styles de musique plus jeunes où il n'y a pas de support, c'est une musique qui continue de se vivre et il y a un besoin de se retrouver dans l'entre-soi. S'il n'y a plus d'entre-soi, le métal marchera plus. Alors qu'il y a des styles musicaux, effectivement, qui sont capables d'engloutir des concerts en numérique. Et à côté de ça, on vient de voir il y a quelques jours le concert de Lady Gaga sur la plage de Copacabana avec 2,5 millions de personnes rassemblées sur la plage. Donc, effectivement, on sent bien qu'il y a une envie de se rassembler. On est dans de l'extrême là aussi. Sur la fin des années 80, on avait Metallica, je crois que c'est 91, le live à Moscou, où c'était 1,1 million de personnes, avec Metallica, Pantera, Slayer. Donc, et après, c'est le public brésilien, donc suffit de voir les scores de certaines jauges, rien qu'au Rock in Rio, c'est 4 fois supérieur aux tournées habituelles. Donc, j'ai pas été très surpris. Après. Donc finalement, le monde d'après qu'on nous avait annoncé post-Covid, c'est pas pour demain.
Cette année, le Hellfest se déroulera du 19 au 22 juin à Clisson, bien évidemment. Vous avez compris, c'est sold out depuis un bon moment, c'est trop tard. Quant aux fêtes de Bayonne, elles auront lieu du 9 au 13 juillet. Alors là, on peut encore y aller, Philippe, bien évidemment. Et on vous conseille chaudement les fêtes de Bayonne. Et pour aller plus loin sur ces sujets, nous vous recommandons les ouvrages de nos invités. Corentin Charbonnier, d'abord, vous avez publié French Metal Studied, approche différenciée des acteurs et des publics, en 2020. Donc c'est une somme de travaux universitaires sur la musique métal et ses festivals. Et Philippe Steiner, parmi vos nombreuses publications, il faut lire bien évidemment Faire la fête, Sociologie de la joie, au PUF, publié en 2023. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Corentin Charbonnier et Philippe Steiner. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire et merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son Laurent Codoul. Cet épisode sur les foules festives vous a été proposé à l'occasion de la présentation au Quai des Savoirs de l'exposition Comme des moutons que vous pouvez découvrir tous les jours du mardi au dimanche. Et le mois prochain, nous vous donnons rendez-vous avec un nouvel épisode spécial pour les vacances sur le making-of de nos fictions du futur. Ciao. Ciao.